Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette nouvelle édition du 20h sur la télévision Burkina-Info. Au sommaire, le président du Faso a effectué sa première sortie hors du pays. Roch-Marc Christian Kaboré a participé à la 19e session de l'UEMOA à Cotonou au Bénin. Syndicalisme politique, c'est autour de cette thématique que l'Union d'action syndicale a commémoré aujourd'hui en différé le 50e anniversaire du soulèvement populaire du 3 janvier 1966. Et les populations de Ouagadougou n'en peuvent plus des pénuries à répétition de gaz butane. Elles appellent les autorités à mettre fin à cette situation. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a pris part aujourd'hui à Cotonou au Bénin au 19e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Cette session ordinaire de l'institution financière devant prendre fin aujourd'hui même avait pour objectif l'analyse de la situation économique, politique et sécuritaire mais aussi sociale au sein de l'Union. Et quels sont les enjeux de cette rencontre? Des précisions avec Philippe Ada. Pour sa première sortie hors du pays, Roch-Marc Christian Kaboré va assister avec ses 7 autres pairs à la 19e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA qui se tient à Cotonou ce vendredi 8 janvier 2016 avec à l'ordre du jour l'analyse de la situation économique, politique, sécuritaire et sociale au sein de l'Union. En plus du président Roch Kaboré, Boni Yayi du Bénin, Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Issoufou Mahamoudou du Niger et Faure Gnassingbé du Togo vont se pencher également sur le maintien au nom du Sénégalais Hadjibou Soumaré à la tête de la commission de l'UEMOA, son mandat arrivant à terme ce vendredi 8 janvier 2016. Les discussions des chefs d'État sur le volet économique se porteraient sur le dynamisme de l'investissement public, surtout de l'investissement dans les infrastructures, qui a été freiné pendant trop longtemps et qui, du reste, a été l'un des principaux moteurs de la croissance. Les chiffres budgétaires récents reflètent les changements structurels qui se produisent dans la région. Les autorités apprécient le dialogue qu'elles entretiennent avec le Fonds monétaire international et FMI et considèrent qu'il contribue à ces progrès. Les chefs d'État et de gouvernement considèrent que les perspectives de l'UEMOA sont assez favorables et que les mesures envisagées dans la plupart des cas avec l'assistance du FMI orientent les pays de la région dans la bonne direction. À l'ordre du jour également, le président Macky Sall du Sénégal devrait au cours de cette 19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA présenter son rapport sur l'état du chantier paix et sécurité qui revêt un intérêt particulier dans un contexte marqué par la recrudescence du terrorisme dans le monde. C'est donc la session aux enjeux énormes qui enregistre la participation de tout nouveau président du Faso qui pourrait y ravir la vedette. Et vous le savez, depuis le 6 janvier, Paul Kabatieba est le nouveau Premier ministre du Burkina Faso. Certes, il a été nommé par le président Roch-Marc Christian Kaboré, mais avant de prendre officiellement fonction, il devra affronter le Parlement au cours de sa présentation de politique générale. Un discours qui sera sanctionné d'un vote des députés. Une procédure que nous explique ici le professeur Abdoulaye Soma, le reportage de Viviane Bama. Nommé par décret présidentiel le 6 janvier 2016, le Premier ministre burkinabé devra attendre un moment avant de pouvoir être investi et installé dans ses fonctions. Cela relève d'une disposition juridique, nous explique le constitutionnaliste, le professeur Abdoulaye Soma. Au sens de l'article 63 de la Constitution, lorsque le président du Faso nomme le Premier ministre, celui-ci doit, dans les 30 jours qui suivent sa nomination, prononcer un discours de politique générale devant le Parlement, c'est-à-dire devant l'Assemblée nationale. Ce discours est suivi de débats, de discussions et de votes. Si le Premier ministre et son discours de politique générale recueillent la majorité absolue des voix des membres du Parlement, le Premier ministre est confirmé à son poste et entre officiellement en fonction. Ce discours de politique générale n'est autre que le contenu du programme politique de développement du président du Faso, qui l'a nommé pour mettre en œuvre le dit programme.
Donc le discours de politique générale du Premier ministre ne peut qu'aller dans le sens de la politique générale qu'a dégagé le président de la République. Donc il doit y avoir une compatibilité entre le programme de société, la politique générale dégagée par le chef de l'État et la déclaration de politique générale qui sera déclinée par le Premier ministre. Et en cas d'incompatibilité au cours de cet exercice, la mesure prise est toute prête. Le Premier ministre ne peut entrer en fonction. Le président du Faso sera donc obligé de renommer un autre Premier ministre qui va reprendre le même exercice. Mais au cas où le discours politique général obtient l'assentiment des parlementaires, le Premier ministre pourra enfin prendre fonction avec son gouvernement qu'il aura formé. Et en la matière, il n'y a pas de disposition particulière. Le Premier ministre pourra former son équipe avant ou après la validation de son discours de politique générale. Il faudra donc attendre d'ici le 5 février pour voir le Premier ministre prendre effectivement fonction. Et après la nomination du Premier ministre, les regards sont à présent tournés vers la formation d'un nouveau gouvernement. Pour Maître Guy Hervé Cam, vu le contexte sociopolitique difficile qu'a traversé le Burkina, il serait bien d'éviter les gouvernements pléthoriques et des postes de récompense. Ibrahim Zongo l'a rencontré. Le Premier ministre du Burkina Faso est connu depuis le 6 janvier 2016. Désormais, le peuple attend le gouvernement qu'il va mettre en place. Mais quel format de gouvernement faut-il pour répondre aux attentes du peuple? Il est libre de mettre en place le gouvernement et on doit lui laisser en fait le choix du format gouvernemental. Et puis donc le juger au pied du mur. Ce qui nous intéresse, c'est le résultat. Même s'il faut laisser le Premier ministre former son gouvernement, Maître Cam pense toutefois qu'il faut éviter les gouvernements au format du régime Compaoré. C'est que on ne souhaiterait pas non plus avoir donc des gouvernements pléthoriques pour satisfaire toutes les chapelles. Le Premier ministre prend en fonction donc dans un contexte sociopolitique assez difficile. Il serait très bien donc qu'il ait une équipe compétente, travailleuse, resserrée dans le sens donc de réduire le train de vie de l'État et aussi d'éviter les conflits de compétences ou les confusions de pouvoir qui peuvent exister quand on a donc un gouvernement pléthorique. Pour mémoire, la Constitution de la Haute-Volta de 1977 avait imposé un gouvernement de 20 membres au plus. Et la charte de transition, elle aussi, imposait un gouvernement de 25 membres. C'est d'ailleurs ce nombre que recommande la Commission de réconciliation nationale et des réformes dans son projet de constitution. C'est pour dire que dans la réalité, on doit pouvoir faire avec. Maintenant, ce nombre n'est pas encore constitutionnalisé. Ça veut dire que le Premier ministre est libre de composer la taille du gouvernement qu'il veut. Mais si l'on veut rester dans l'esprit de l'insurrection, même si on n'est pas obligé de s'en tenir à ces 25-là, comme je l'ai dit tantôt, il ne faudrait quand même pas un gouvernement pléthorique. Selon Maître Cam, c'est en procédant ainsi que l'on pourrait avoir une équipe gouvernementale compétente, mais surtout marquer la rupture avec le passé décrié les 30 et 31 octobre 2014 pour que plus rien ne soit comme avant. Restons toujours en politique. Les débats autour d'un passage à une 5e République continuent. À ce sujet, la Commission de la réconciliation nationale et des réformes recommandait l'adoption d'une nouvelle constitution par référendum qui sera couplée aux élections municipales le 31 janvier 2016. En plus de cette proposition, la sous-commission réforme constitutionnelle, politique et institutionnelle a également réfléchi à l'assainissement de la scène politique nationale. Plus de détails avec Cheikh Omar Bandogo. Le Conseil national de la transition, en sa séance du 23 janvier 2015, a procédé à l'adoption de la loi organique portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes. L'article 5 de cette loi prévoyait la mise en place de la sous-commission réforme constitutionnelle, politique et institutionnelle, dont la mission principale était la proposition d'amendement à la Constitution du 2 juin 1991. Entre autres, elle devait rationaliser et assainir l'architecture politique et institutionnelle de l'État, poser les bases solides du multipartisme et celle d'une armée républicaine à travers ces réformes.
S'attelant à sa mission, la sous-commission a d'abord fait le constat selon lequel les résultats en matière de consolidation démocratique sont mitigés. Sur le plan des réformes institutionnelles, il s'est agi pour la Commission de proposer des mesures destinées à améliorer la performance et la légitimité des institutions. Elle propose donc le renforcement du dispositif institutionnel à travers l'élargissement des compétences du Conseil économique et social aux questions environnementales, la constitutionnalisation de l'armée nationale, de la CENI et de la SCE. Elle a par ailleurs proposé que soit élaboré un statut de la chefferie traditionnelle et coutumière en vue de préserver les valeurs que celle-ci incarne et de renforcer son rôle en matière de consolidation de la cohésion sociale et de la paix. Autre proposition, constitutionnaliser l'opposition politique, instaurer l'obligation pour tout militaire de démissionner avant de s'engager en politique, attribuer la protection du chef de l'État à des institutions de la République, à une unité d'élite de la gendarmerie et de la police nationale. Ces derniers points concernant les forces armées nationales ont été adoptés par le CNT. Toutes ces propositions sont couronnées par la recommandation de l'adoption d'une nouvelle constitution par référendum qui sera couplée aux élections municipales du 31 janvier 2016. Pour la Commission, la meilleure constitution viendra de la volonté populaire et la date du 31 janvier devra permettre d'aboutir à un consensus au sein de la classe politique sur les réformes constitutionnelles. Mais en entendant la nouvelle constitution, elle a proposé ce que le CNT a déjà concrétisé, à savoir l'intangibilité de la clause limitative du nombre de mandats présidentiels, la suppression du Sénat et l'intégration dans la Constitution d'un titre relatif à l'armée nationale. Autre actualité, l'opération de retour volontaire de migrants vers le Burkina coordonnée par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, se poursuit. Fuyant les violences en Libye, 133 migrants burkinabés ont regagné la mère patrie hier. Ibrahim Zongo a suivi pour vous leur arrivée. 2016 et encore des Burkinabés qui fuient l'insécurité et les discriminations en Libye. Ces migrants, au nombre de 133, ont regagné le Bercail ce jeudi 7 janvier 2016 aux environs de 21h. Ils ont pu regagner la mère patrie grâce à l'Organisation internationale pour les migrations Burkina avec le soutien diplomatique de l'ambassade du Burkina en Libye. Il s'agit d'un mouvement de retour volontaire. Ça veut dire que lorsque l'opération est lancée dans le pays de départ, ce sont les migrants qui se déclarent, qui expriment leur volonté donc de revenir au Burkina Faso. Et notre bureau est essentiellement chargé de coordonner l'opération et de l'organiser. Ce sont des migrants visiblement contents de retourner au pays que nous avons rencontrés à l'aéroport international de Ouagadougou. C'est à cause de l'insécurité qu'on est revenu. Ouais. Bon, tu prends la route, il y a les enfants, tu te vas comme ça, ils te frappent et puis tu fouilles. S'il a trouvé quelque chose sur toi, et puis il prend. Parmi la centaine de migrants se distingue une vingtaine. Ce groupe particulièrement vêtu a pris le vol pour Ouagadougou juste au sorti de la prison. Directement, même on n'est même pas passé gauche à droite. Voilà mon sac est là. Il n'y a rien dedans, tu vois ça, il n'y a rien dedans, c'est ceci seulement qui est dedans. Ceci, il n'y a rien dedans. C'est là ceci. On était au travail et puis ils sont venus nous prendre, aller nous emprisonner. Même à manger, mais on ne nous donne pas. Ils seront également assistés par l'OIM pour le retour dans leurs familles respectives, mais aussi pour leur réinsertion économique. Dès demain matin, par exemple, nous leur apporterons une enveloppe de 29 500 pour leur permettre de rentrer dans leur localité d'origine. Et ensuite, ils reviendront nous contacter à Ouagadougou au niveau de notre bureau pour qu'on détermine l'enveloppe à mettre à leur disposition pour commencer l'activité. Mais comme nous ne connaissons pas pour le moment l'activité, le montant de l'enveloppe variera vraiment en fonction de l'activité choisie par le migrant. Cette vague porte à 301 le nombre de Burkinabés qui ont fui la Libye ces 2 derniers mois. Au regard de ce nombre, il reste bien entendu clair que l'État burkinabé doit augmenter son offre d'emploi pour les jeunes, vu que c'est le principal motif de la migration des jeunes vers Tripoli. Dans le cadre de la commémoration en différé du 50e anniversaire du soulèvement populaire, les syndicalistes ont réfléchi aujourd'hui autour des nuances qui existent entre politique et syndicalisme. La conférence publique a réuni plusieurs participants qui reconnaissent la pertinence de ce thème. Le reportage de Philippe Ada. Entre syndicalisme et politique, il n'y a qu'un pont et les deux entités se combattent toujours, surtout lorsque les intérêts de l'une ou de l'autre sont en jeu. Le thème a fait l'objet d'une conférence publique pour marquer en différé la commémoration du 50e anniversaire du soulèvement populaire qui a balayé le régime
de feu Maurice Yamego le 3 janvier 1966. Beaucoup d'acteurs politiques, quand ça ne les arrange pas, on les taxe de faire de la politique, mais quand l'action du mouvement syndical les arrange, ils se taisent là-dessus. Donc nous ne sommes pas dupes, il nous appartient également d'éduquer les militants, d'autant qu'il n'y a pas une très grande limite entre le parti politique et l'organisation syndicale. Parce que le parti politique véritablement est créé pour la conquête et la gestion du pouvoir d'État. Il est créé sur la base d'une orientation idéologique et politique. Il s'engage à gérer toute la nation à travers un programme politique, ce qui n'est pas le cas du syndicat. Partant des connotations des thèmes politiques et syndicalisme, il pourrait y avoir une nuance, mais tout de même, il en existe bien un point d'ancrage. Maintenant, le champ commun, comprenez très bien que l'ensemble des mesures politiques qui sont prises ont un impact, qu'on le veuille ou pas, sur la vie des citoyens. Donc il appartient aux dirigeants syndicaux, à l'organisation syndicale, de se donner les voies et moyens, de s'éduquer, de faire en sorte à être à la hauteur de l'analyse critique de l'ensemble des décisions politiques qui sont prises et de mesurer l'impact sur les populations et prendre position. C'est une salle archi-comble et studieuse de l'atelier théâtre burkinabé qui a suivi avec intérêt le cours de Balsolma Bazier. Le thème a été bien développé et nous avons eu la chance d'avoir un conférencier chevronné qui, en tout cas, a des connaissances dans le domaine. Donc, il a pu, d'une manière ou d'une autre, bien exploiter le thème. Et nous sortons de cette conférence-là satisfaits. Les syndicats ont toujours participé de façon active dans les luttes pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, ce avant et après la période coloniale au Burkina Faso. Le pays compte aujourd'hui 17 syndicats autonomes et 6 centrales syndicales. Les Ouagalais supportent de plus en plus difficilement la longue pénurie de gaz que traverse le pays. De longues files d'attente devant des sociétés de redistribution de gaz, c'est une scène très fréquente ces derniers jours. Fatigués de cette situation, ils appellent la Sonabi à mettre un terme à cette pénurie. Suivant ce reportage signé Gaël Rodrigue. Ce n'est pas un mouvement d'humeur qui rassemble ces personnes en ce lieu et ce long rang n'est pas pour une entrée en salle de classe. Nous sommes à la boutique Sodigaz de la ZAD où la quête du gaz butane amène les clients des différents quartiers de Ouagadougou à venir s'y approvisionner. Dur pour ces derniers de rentrer en possession de ce combustible. Avoir des gaz, c'est très difficile. Ici, qui est juste à Nagarin peut venir chercher des gaz ici. Vous voyez que c'est long. Donc il va falloir que la société voit nous quand c'est difficile. Nous chauffeurs ne parlons pas de nos femmes, nous sommes plus. La femme a commencé, la gaz est finie depuis 2 semaines de cela. Elle a sorti chercher, il n'est pas eu. Ils ont dit de ne pas utiliser le bois, qu'on détruit les arbres. Et ils ont dit de consommer le gaz. À chaque fois, nous, on consomme le gaz, mais à chaque fois, on a problème de gaz. Même pour avoir le gaz, là, il faut mettre beaucoup de carburant pour circuler dans les rues, dans les villes, pour chercher le gaz. Ils n'ont qu'à essayer de voir s'ils peuvent arranger ça. Sinon, ce n'est pas facile pour les femmes. Moi, je suis là, ça vaut plus de 4 heures de temps. On n'a toujours pas eu le gaz. Il fait froid. On a besoin de chauffer l'eau, on a besoin de préparer, par exemple, le matin pour se réveiller, pour que les enfants aient à l'école, il faut chauffer l'eau pour les enfants. S'il n'y a pas le gaz, ce n'est pas facile. Cette pénurie de gaz butane a conduit certains vendeurs à faire de la surenchère. Ce monsieur dit en avoir été victime. Des bouteilles qu'on vend à 2500, auparavant ils vendaient ça à 2000 francs je crois. Ils vendaient ça à 2000 francs. Et ce soir je suis parti là-bas, ils me disent que ce n'est pas à 2500, ils ne vendent pas. Et franchement, il faudrait s'ils peuvent enlever des commissaires ou bien des inspecteurs qui peuvent suivre ceux qui vendent les bouteilles de gaz là, c'est pas facile. C'est depuis 7h30 du matin que cette dame nous a confié qu'elle est là. Mais c'est finalement à 17h qu'elle a pu avoir sa bouteille de gaz bien remplie. On m'a même expliqué dans quelles conditions on a eu là. On a souffert. On a souffert. Depuis le premier, j'ai commencé à chercher gaz. Mais j'étais là depuis matin 7h30. C'est maintenant que je viens d'avoir le gaz. Une interpellation est lancée donc auprès des autorités afin de rendre disponible et accessible le gaz butane pour éviter à la population de se rediriger vers l'utilisation du bois qui contribue à la dégradation de notre environnement. Accusée d'être responsable de la pénurie de gaz, la Sodigaz rejette la responsabilité aux autorités. Pour montrer sa bonne foi, la société de distribution de gaz a initié ce matin une visite des installations d'une nouvelle unité. Une unité non fonctionnelle pour le moment. Les raisons dans ce reportage signé Gaël Rodrigue.
Ce mini-centre Amplicey installé depuis juillet 2015 n'est toujours pas fonctionnel car n'ayant pas obtenu jusque-là une autorisation du ministère en charge de l'énergie et des mines. Et c'est pour prendre l'opinion publique en témoin sur cette situation que les responsables de Sodigaz ont initié cette visite des installations de l'unité de remplissage du gaz butane à Bingo, localité située à une dizaine de kilomètres de Ouagadougou. Nous avons beaucoup milité pour que l'emplissage soit ouvert au secteur privé. Décision qui a été prise par le gouvernement de transition en mars 2015. De mars jusqu'à maintenant, nous avons eu l'avis favorable du ministère du Commerce, nous avons eu l'accord de principe du ministère de l'Environnement, mais nous sommes toujours en attente de l'accord et de l'avis du ministère des Mines et de l'Énergie. C'est à ce niveau que nous pouvons dire qu'il y a une situation de blocage. Pourquoi cette situation? Nous le comprenons naturellement mal. Quand on considère que les populations souffrent tous les jours pour avoir du gaz, nous devrions tous ne ménager aucun effort pour atteindre l'objectif de satisfaire la population. À en croire les responsables de la communication de Sodigaz, les questions de monopole et de stockage du gaz butane sont les raisons qui justifient cette attitude du ministère de l'Énergie et des Mines. Encore au niveau du ministère des Mines, je pense que les débats tournent autour de la question du monopole. Peut-être si on veut être plus élargir le débat, on ira peut-être vers les supputations de libéralisation du secteur ou pas. Nous avons dit jusqu'à présent nous ne faisons pas du stockage ici, nous voulons juste remplir pour pouvoir soutenir la production dans une période comme celle-ci, où les gens manquent de gaz. Vous comprenez naturellement que si la Sonabi et l'État avaient tous les moyens pour remplir suffisamment pour les populations, aucune entreprise privée comme la nôtre ne va consentir à un effort important comme ça. Cet investissement, c'est des centaines de millions. Aucune entreprise privée ne tire du profit à faire un investissement qui est déposé, qui ne sert à rien. Les responsables de la société de distribution du gaz butane font l'espoir sur la bonne volonté des nouvelles autorités qui, en signant l'autorisation, pourraient faciliter la non-rupture de stock en gaz, toute chose qui soulagerait les consommateurs. Après plusieurs mois de travail sans salaire, les enseignants du primaire et du secondaire recrutés sur nouvelles mesures ont organisé ce matin un sit-in devant le ministère en charge de l'éducation nationale. Objectif, crier leur ras-le-bol et réclamer le paiement de leur salaire. Les manifestants annoncent par ailleurs l'arrêt des cours si leurs revendications n'étaient pas prises en compte. Samba Kassile Traoré, reportage. C'est à travers un sit-in que les agents de l'enseignement recrutés sous la nouvelle mesure ont manifesté leur mécontentement devant le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, dû au non-règlement de leur salaire depuis environ 16 mois. Voilà, l'objet de cette manifestation, c'est que tous ceux qui sont autour de moi sont des agents de l'enseignement qui ont été recrutés, certains par le MENA, certains par le MES. Et aujourd'hui, au niveau du MENA, certains sont à leur 16e mois, ils n'ont pas reçu un rond. Au niveau du MES également, il y a des collègues qui sont à leur 10e mois, certains sont à leur 6e mois, ils n'ont pas encore reçu un rond de la part de l'État. Donc actuellement, ils sont incapables d'aller même donner des cours, ce qui fait que nous nous sommes retrouvés ici pour manifester notre ras-le-bol devant les autorités de notre pays. Ces enseignants mécontents affirment qu'ils ne sont pas à leur première manifestation et que cette fois-ci, ils ne sont pas prêts à reprendre les travaux sans leur agent. Lors de notre première manifestation, on était en sitting ici pendant que nos responsables étaient à l'intérieur pour rencontrer le secrétaire général du ministère. À leur sortie, ils ont dit que le secrétaire général a donné comme réponse première qu'il y avait un problème de réseau durant toute cette période-là, ce qui a fait que les dossiers n'ont pas été traités. Deuxièmement, il disait que les dossiers ne se trouvaient plus à son niveau. Mais nous avons estimé que c'est des réponses qui insultent la conscience des uns et des autres. Parce que dans un pays comme le Burkina Faso, on ne peut pas faire toute une année sans réseau pour traiter des dossiers. Voilà, et nous avons estimé qu'à l'instant T là, comme on n'est pas dans les capacités pour aller sur le terrain, il va de soi que les uns et les autres se retrouvent ici, aujourd'hui 8 là, pour continuer la lutte. Nous, en tant que pédagogues, avant de démarrer tout cours, on doit motiver les élèves. Et imaginons si l'enseignant lui-même n'est pas motivé, comment il va motiver un élève? Ça se ressent dans ton travail. Tout ce que nous demandons là, ce n'est pas de la mer à boire. Ils peuvent le faire, donc ils n'ont qu'à réagir le plus vite serait le mieux. Bon, nous sommes là, tant qu'il n'y a pas de mandatement, nous ne retournons plus en classe. C'est très simple. Les délégués de ces enseignants sont en pourparlers avec les autorités de l'enseignement et les manifestants espèrent qu'un consensus naîtra à l'issue de cette discussion. En sport, la nomination de Pierre-Emerick Aubameyang en tant que meilleur joueur africain de l'année semble désenchanter le joueur ivoirien Yaya Touré.
À l'issue de la cérémonie de remise de trophées, il a déversé sa colère contre la CAF et a qualifié, je cite, de lamentable et d'indécent le comportement des responsables de l'organisation. Yaya Touré qui a tout de même félicité le nouveau lauréat Pierre-Emerick Aubameyang. Et rappelons que l'Ivoirien a remporté à 4 reprises les éditions précédentes du prix du meilleur joueur africain de l'année. Retour à Ouagadougou, faire de l'industrialisation des produits agroalimentaires une réalité en Afrique de l'Ouest. C'est l'objectif visé par un projet d'appui à la petite et moyenne entreprise de transformation agricole. Réunis depuis le 6 janvier, plusieurs participants à cet atelier travaillent à proposer des solutions adéquates. Cheikh Omar Bandaogo. Le décollage des activités agroalimentaires en Afrique de l'Ouest tarde encore. L'industrialisation de celles-ci se fait toujours attendre. Ce sont donc de petites unités de transformation qui se mettent en place, d'où l'existence du projet d'appui à la compétitivité de petites et moyennes entreprises de transformation agricole, réunies les 6, 7 et 8 janvier 2016 en atelier. Une revue de planification des activités, parce que le projet normalement devait s'arrêter en décembre, et le bailleur a permis que nous ayons 6 mois additionnels pour pouvoir terminer les activités. L'objectif premier de ces activités sera de permettre au projet de sortir de l'ombre. Selon ses dirigeants, le projet, bien qu'accompagné par des partenaires extérieurs, manque de visibilité. C'est les activités qui vont permettre la visibilité du projet. Quand on parle de mise en place d'unités de transformation, donc l'émergence des unités industrielles en matière de transformation agricole, ça n'existe pas dans la sous-région. Donc, c'est un domaine où il faut avoir beaucoup de la visibilité. Mais pour parvenir à cette visibilité, il faut retourner vers les partenaires financiers avec une organisation bien définie des activités qui devront être menées au cours de la période de prolongation du projet. 3 jours, on aura des activités planifiées qui vont retourner au niveau du CORAF pour justement que nous puissions mener les activités complémentaires qui restent pendant ces 6 mois qui sont devant nous. Donc c'est ce que, après les 3 jours, c'est ce que nous aurons fait et permettre justement qu'ils repartent avec des documents et de planification des activités. Participent à cet atelier 3 pays de la sous-région, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali. Au sortir des 72 heures, les organisateurs espèrent recueillir l'assentiment des partenaires pour la poursuite de leurs activités. L'actualité malienne est marquée ce jour par l'enlèvement d'une ressortissante suisse dans la nuit d'hier à aujourd'hui à Tombouctou, dans le nord-ouest du Mali, par des hommes armés. Très bien connue dans cette ville où elle vivait depuis quelques années, Béatrice Stokely avait déjà été enlevée en avril 2012 par des islamistes armés. À l'époque, grâce à une médiation du Burkina Faso, elle avait été libérée. Cette fois-ci, son enlèvement n'a pas encore été revendiqué, mais des sources sécuritaires voient derrière ce rapt la main des islamistes. Il pourrait aussi s'agir d'intermédiaires qui sous-traitent les enlèvements d'Européens dans le Sahel. Environ 15 personnes ont été tuées dans la nuit du mercredi à jeudi à Miriki, dans l'est de la RDC, dans une attaque menée par des rebelles rwandais des forces démocratiques de libération du Rwanda. Les forces armées de la RDC, les autorités territoriales, les autorités locales, la mission de l'ONU accuse ces rebelles d'être responsables. Autre actualité, l'Ouganda et l'Union africaine restent optimistes pour la reprise des négociations au Burundi. Le ministre ougandais de la Défense, par ailleurs médiateur dans la crise du Burundi, s'est dit optimiste de l'évolution des pourparlers pour résoudre l'impasse. Selon lui, les négociations de paix ont été retardées en raison d'une demande formulée par les différentes parties pour plus de temps. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite de nos programmes.